ça qu'on délaisse. Ah, je trouve ça très glauque, ouais. C'est particulier, mais sincèrement, je vais aux États-Unis dans un centre commercial, ça a l'air de mal aller. Parce que franchement, ça fait peur. Pour moi, c'est rassurant, oui. Il y a un petit côté chelou quand même. Ouais, mais on est d'accord. Mais d'un côté, je t'ai vu quand elle s'échappe là, s'échapper dans le salon. Moi, je suis team, je veux pas d'enfant, donc je juge pas Ouais, les parents. c'est oui. Alors, moi, c'est la jambe de Je veux pas d'enfant. Ah oui. Ma mère a dit sinon, il y a la mutilation. Hein, Voilà, tu vois, ça peut être... comment ça va se passer. Cette problématique. Donc, on en parlait tout à l'heure justement d'intelligence artificielle. Je sais bien que vous m'entendez mal. Oui, oui. Pour une fois, j'étais là. Pourquoi je ne raisonne pas? Et tu me disais que tu préparais justement un documentaire à ce sujet. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu avant qu'on parte carrément. On part direct sur de l'autopromo. Je prépare un documentaire dessus parce que je trouve que c'est un sujet dont on parle beaucoup depuis quelques mois. Enfin, on en parlait déjà depuis longtemps, hein, mais clairement, ces derniers mois, avec l'arrivée de ChatGPT en novembre dernier, j'ai l'impression que tout le monde a commencé à paniquer. Et j'avais envie de faire un documentaire autour de ça. Même si je pense que en fait, ce sera que le début parce que ça va évoluer très vite dans les moments à venir. Mais l'idée de ce documentaire, c'était de poser les questions de où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait dans le monde du livre, quels sont un peu les usages, où est-ce qu'on en est aussi du point de vue de la loi. Et aussi au niveau de l'éthique, parce que c'est vrai que ça pose vraiment des questions à ce niveau-là. En fait, c'est vraiment un peu toute la question de mon documentaire, c'est qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Et ouais, que j'ai interviewé plusieurs personnes pour ce documentaire, et notamment un journaliste qui a fait un peu le jeu pour s'amuser de d'écrire une nouvelle écrite à 95% d'intelligence artificielle. Et il dit dedans un peu, c'est cette question-là de dire en fait... normalement, on n'imaginait pas que la machine allait pouvoir écrire et que l'art, c'est un peu quelque chose de supérieur et que normalement, ça nous appartenait à nous et que limite, si tu allais avoir un robot, t'espérais qu'il allait faire ton ménage et ton café, quoi, pas commencer à écrire des livres. Donc forcément, ça questionne aussi à ce niveau-là. Surtout qu'on va un peu contextualiser par rapport à l'intelligence artificielle. Là, on parle spécifiquement de ChatGPT par rapport au texte. Vas-y. Bah, en fait, par rapport à ce qu'elle a dit, moi je pense que ce qui serait bien, c'est sur quelle base est-ce qu'on part par rapport à l'intelligence artificielle. Parce que moi, de ce que je comprends aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est que c'est quelque chose qui marche comme une espèce... c'est une IA, c'est quelque chose à qui on apprend des trucs en fait. Concrètement, une IA en elle-même, on lui apprend des choses, on lui apprend à écrire, peut-être reproduire des styles, peut-être reproduire un style d'auteur en particulier. Mais est-ce que vraiment l'IA créée en elle-même? Parce que de ce que je comprends par rapport à ChatGPT, c'est plus
un système de renforcement positif et négatif par rapport à des datas qui sont collectées. Et l'IA en elle-même va tenter de reproduire du style le plus fidèle qui lui a été appris, quelque chose qu'on lui a donné. Mais donc, dans quel contexte est-ce que, dans un processus créatif, une IA serait utile, en fait, en soi? Je pense que c'est peut-être la première question à se poser, en fait, vu que le processus de création de livres relève d'un auteur qui a une personnalité, des visions, de beaucoup de choix, de micro-choix qui sont faits d'expérience. Donc, comment est-ce qu'une IA peut aider à ça, en fait? Je pense que c'est... Je crois qu'il y a un petit peu l'histoire aussi de la formule. On le sait de plus en plus. On lit un bouquin, c'est une formule, il se passe telle chose. On voit un film ou une série. On sait qu'il va y avoir tel truc, tel truc, tel truc. Il y a le schéma actentiel un film, déjà il va y de avoir base. une poursuite en voiture. Il va y avoir... C'est vraiment des formules. Donc effectivement, si on reproduit des formules, on reproduit un petit peu cette espèce de côté pas très appétissant, un peu c'est le McDonald's quoi, de la littérature. Et donc, moi, je crois que ça reflète un peu ce qu'on veut. Donc, on parle d'intelligence artificielle, mais si on est con, on va être vraiment on va reproduire notre connerie. Et je crois que c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. C'est qu'on est en train de voir notre connerie dans l'intelligence artificielle, parce que ça nous représente, nous, effectivement, ce qu'on veut, ce qu'on lui fournit, ce avec quoi on le nourrit. Et donc, ça nous revient à la tête comme un truc alors brillant dans l'imitation. C'est ça. Mais voilà, on est quand même pas... on en parlait avec Jeanne du souci de consommation, de production, avec le fait qu'on avait besoin d'avoir les choses de plus en plus rapidement, que les gens avaient besoin d'assimiler des choses de plus en plus, en fait. Et l'intelligence artificielle ne vient que s'ajouter à cette équation de produire toujours plus rapidement. Et je pense que c'est là le souci de cette volonté de perfectionner les IA, c'est de réussir à créer quelque chose d'encore plus rentable, encore plus rapidement, en fait, au final. Ouais, et puis je pense qu'il y a plusieurs choses qui s'opposent aussi. C'est que tu parlais des auteurs et du côté créatif. D'un autre côté, il y a le côté monétaire qu'il ne faut pas oublier, où les maisons d'édition, si elles vont pouvoir faire plus vite pour moins cher, elles vont y aller forcément. Et peut-être que derrière, il y a un humain qui va passer pour récupérer un peu et rendre ça le plus... consommable possible, j'ai envie de dire, mais c'est ces questions-là aussi qui se posent. Et on parlait au niveau de l'écriture, mais en fait, au niveau de l'univers du livre, l'intelligence artificielle, elle est déjà venue se loger à plein de niveaux. Déjà, Mireille, tu pourras bien sûr en parler, mais au niveau de la traduction, du coup, ça prend de la place à ce niveau-là. Au niveau des livres audio, donc il y a beaucoup d'auteurs, de comédiens, je sais pas comment on dit, je pense qu'on dit des comédiens qui voient leur voix être repliquée, en fait, pour faire des voix artificielles. Il y a des auteurs qui sont morts, qui ont du coup la fin de leurs livres qui sont complétés par des IA. Il y a les couvertures de livres aussi, donc il y a des métiers qui se perdent au niveau des illustrateurs, des graphistes. Donc vraiment, ça vient se loger dans tous les petits pans possibles du monde de l'édition, et dans l'idée quand même de faire des économies et d'aller plus vite. C'est ça, on en parlait. Il y a eu quand même un classique par rapport aux acteurs. Je sais pas, je voulais le regarder puis j'ai oublié. Mais je sais qu'il y a Sean Penn à qui on a demandé pourquoi ça le dérangeait tant qu'on utilise son image pour faire des films et tout ça. Et il a dit donnez-moi l'image de votre fille et puis je ferai ce que j'ai à faire et vous me direz si ça vous gêne ou pas. C'est ça, c'est vraiment c'est ça quoi. On peut pas prendre un look, une voix et puis en faire n'importe quoi. C'est juste. Pour revenir d'ailleurs sur cette réponse, il y a eu une campagne de sensibilisation il n'y a pas longtemps que j'ai découvert sur Internet par rapport au fait qu'il y avait des parents qui diffusaient énormément de contenu sur leurs enfants, que ça soit de l'audio, de la vidéo, de la photo. Et en fait, on confrontait des parents dans une salle de cinéma à une intelligence artificielle qui avait reproduit, qui avait récupéré toutes les données de l'enfant, qui avait fait une version adulte de l'enfant, qui s'adressait à eux en faisant une voix le plus proche possible de leur enfant, en leur expliquant les traumatismes que ça pouvait, que ça avait créé dans sa vie si une version plus grande de cette petite subissait toutes ces abus-là. Et là, t'imagines avec les Américains, ils vont mettre des procès, on va faire des procès à nos parents.
C'est ça. Mais je trouve que c'est intéressant qu'on se rejoigne un petit peu sur cet aspect-là de l'utilisation de l'intelligence artificielle, où bon, il y a un aspect qui est clairement outil pour beaucoup de maisons d'édition. Donc bon, je suppose que la plupart des romans roses seront écrits par des IA d'ici 4 ans. C'est les romans là que tu trouves dans les romances de toute façon, rose ou pas. Les romans, mais il y a, tu sais, la série avec les gynécologues et tout ça, là, c'est génial. Il y en a tout un rayon dans les carrefours, c'est magnifique. Mais au-delà de ça, il y a un souci de remplacement au niveau de l'humain qui, je pense, n'est pas possible encore aujourd'hui. Donc je pense pas qu'on a des IA qui sont à ce stade aussi avancé. Je pense que tu auras beau renforcer positivement ou négativement une IA, produire une idée, je pense que ça reste fondamentalement quelque chose d'humain. Par contre, il y a peut-être quelque chose à dire effectivement sur l'utilisation de l'IA en tant qu'outil, on va dire secondaire, pour, voilà, comme tu disais tout à l'heure, pour bien faire des audiobooks, parce que bon, des acteurs avec des voix, on n'en trouve pas toujours, malheureusement. Je ne sais pas si c'est... alors là, j'ai pas les chiffres pour le coup. Je ne sais pas si on a beaucoup, je ne sais pas si on n'a pas assez. Mais est-ce que même là, En fait, moi, ce que je trouve étrange dans l'histoire, c'est qu'on utilise ça pour de l'art. Alors que bon, concrètement, moi, je dirais qu'une IA... Bon, ce serait bien pour peut-être des travails en usine, à la rigueur hyper répétitif, très basique. Mais c'est vrai qu'il y a cette tendance à vouloir incorporer l'IA au domaine artistique que je n'arrive pas forcément à m'expliquer. C'est quand même étrange. C'est peut-être intéressant, ça prouve peut-être que ça marche pour ce qui n'est pas de l'art, en fait, qui est justement cette espèce de produit formulaïque qu'on nous sert. C'est ça. Dans ces cas-là, ça marche. Peut-être que ça va réussir à distinguer ce qui est de l'art et ce qui est... Mais en vrai, on commence à voir des Midjourney, par exemple, qui est celui qui est le plus utilisé. Ça commence à être reconnu. On commence à avoir un petit peu une tendance à reproduire un petit peu les mêmes jeux de lumière, les mêmes réflexes visuels. Donc ça commence à voir que ça a ses limites. Mais comme on disait avec Jeanne, le problème, c'est que ça se perfectionne, quelque chose comme ça. Va Donc, très vite, c'est alors ça, oui. Au niveau des traducteurs, il y a, je crois que c'était en 2018, il y a eu un observatoire de la traduction automatique. Donc c'est un organisme qui a été mis en place, qui traduisait 40 textes, Shakespeare, Dostoïevski, et qui voyait comment l'intelligence artificielle, la traduction automatique, fonctionnait. Puis très vite, ils se sont dit, bon, les progrès étaient incroyables, je veux dire, quand même, on rigolait au début, on voyait des textes traduits par Google Translate et tout ça, on était là, waf, 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 on risque pas de perdre notre boulot. Bon, maintenant, on fait un peu moins les malins, parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de progrès qui a été fait, mais ce qui se passe, c'est que c'est quand même quelque chose qui lisse. Okay, donc tout ce qui est au niveau de la poésie, tout ce qui est au niveau de la créativité, tout ce qui est au niveau du son, de l'humour, non, là ça marche pas. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et chez les collègues traducteurs, il y en a beaucoup à qui on demande de faire des relectures de quelque chose qui a été fait par une traduction automatique. Donc il y a un collectif qui s'est monté. Bon, moi c'est un petit peu de ça que j'aimerais parler 2 minutes, si je peux. Vas-y. Il s'appelle En chair et en os. Okay, donc c'est un collectif qui rassemble des écrivains et des traducteurs littéraires. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir... voilà, ici on traduit avec le cœur, ici on traduit avec l'esprit, et ici on traduit avec les tripes. Donc voilà, la traduction c'est ça aussi. C'est avoir, on l'a vu tout à l'heure quand on a parlé de ce texte de George Helm, c'est des textes qu'on traduit parce que ils nous touchent quelque part. Donc on porte ça dans la traduction. Et une traduction qui est faite automatique, elle va être très lisse, elle va toujours aller vers quelque chose, le moyen, tout ce qui est vraiment un petit peu vanille, comme on appelle en anglais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de goût. Ouh, je ne devrais pas dire ça ici. Ça se fait. Mais voilà, tu n'as pas dû goûter à la vanille du Royer, attention. Voilà. Donc c'est la logique. Donc je vous encourage à signer donc le manifeste qui est publié. Ça s'appelle donc en chair et en os.org. Et vous verrez, il y a toute une explication aussi de pourquoi on voudrait non seulement qu'il y ait moins de traduction automatique, mais surtout que ce soit indiqué, que quand vous achetez un livre,
vous sachiez si c'est une machine ou si c'est un humain qui l'a traduit. Parce qu'il se passe quand même des choses très intéressantes. Moi, je l'ai fait hier. Je ne sais pas si vous connaissez DeepL, c'est un traducteur automatique qui marche vachement bien quand même. Il faut reconnaître c'est assez performant. Donc j'ai marqué dedans, je vais vous dire exactement, j'ai marqué la phrase Pat was the most intelligent child in the world. On est bien d'accord, Pat, ça peut être un prénom masculin ou féminin. Pat was the most intelligent child in the world. Donc en anglais, il n'y a aucune notion de si c'est un garçon, Pat, ou une fille, Pat. La traduction de DeepL était Pat était l'enfant le plus intelligent du monde. Ensuite, j'ai marqué Pat was a fragile and beautiful child. Ok, Pat est toujours fille ou garçon, et child, il n'y a pas de genre. Et la réponse, c'est Pat était une enfant fragile et belle. Ah. Vous voyez ce qui se passe? Quelqu'un a appris à ChatGPT à faire la distinction déjà. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que, en fait, ces espèces de logiciels de traduction, ils fouillent dans tout ce qui est publié. Et donc, en fait, s'ils trouvent des clichés répétés, ils reproduisent ces clichés. Donc, on se trouve quand même dans un monde où on va de plus en plus réitérer les mêmes conneries et les mêmes clichés. Et donc, ça, c'est grave, quoi. Donc, voilà. Et puis, je trouve aussi, sur le métier de traducteur et même dans d'autres métiers dans le milieu de la création littéraire, il y a un manque de pédagogie et je pense que les gens n'imaginent pas aussi tout le travail qu'il y a derrière la traduction et du coup on imagine que c'est les premiers métiers qu'on peut remplacer facilement et ça va aller plus vite, etc. Et je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis aussi sur la transparence et clairement pour le moment on en manque. Il y a différentes maisons d'édition et même des médias qui ont utilisé Midjourney pour faire des couvertures sans le mentionner. Et donc, comme tu le disais, le style est quand même de plus en plus reconnaissable. Donc, ils mettent ça, par exemple, en ligne. Et puis là, les gens disent, mais vous avez payé un illustrateur pour le faire? Ou parfois, on regarde sur la 4e de couverture, on voit pas de nom d'illustrateur. Donc, on se pose des questions. Et là, la maison va dire, ah non, on a utilisé une intelligence artificielle. Et là, forcément, ça commence à poser débat. Ce qui est rassurant, c'est qu'on observe quand même qu'en ligne, les gens sont majoritairement contre et qu'il y a beaucoup de maisons qui ont fait machine arrière en disant, désolé, on savait pas. Ou alors, c'est un auteur qu'on a embauché, mais en fait, il a utilisé de l'IA, il nous l'a pas dit. Enfin, il se dédouane aussi quand même pas mal derrière ça. Bien sûr. Et il y a quand même des maisons d'édition qui assument. Il y a aussi ce côté, non, mais c'est des nouvelles technologies, il faut les appréhender, ça allait bien avec notre histoire, donc on utilise. Donc, je pense qu'après, il ne faut pas être fondamentalement contre. Oui, bien sûr. Non, mais il faut le dire. Mais il faut le dire. C'est ça. Il faut que ce soit transparent et il faut savoir comment ça a été fait. Moi, j'ai discuté aussi avec des auteurs qui disent que, par exemple, ils utilisent pas mal ChatGPT pour brainstormer. Oui. Et que dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Pareil pour les artistes, le dessin, ça. Tu utiliserais, je sais pas, Pinterest par exemple pour te donner des idées, etc. Donc, je pense qu'on peut complètement les utiliser. Clairement. Après, c'est à quel niveau outils, et c'est surtout, de le préciser, quoi. Bien sûr. Mais du coup, moi, ce qui m'interpelle un petit peu dans tout ça, c'est bon. Étant donné que je travaille pour une petite maison d'édition, est-ce qu'on n'envisagerait pas donc un monde où au final on aurait une offre de livres totalement écrits par des IA, donc à quoi ça, formule laïque au possible peut-être, avec peut-être donc des livres distingués écrits par des humains. Est-ce que ce serait pas un monde qui existerait, ça, tu vois, genre on aurait une espèce d'offre IA humain humain plus IA plus plus. En fait, l'IA est déjà là. En fait, c'est ça le truc qu'il faut se dire, c'est que là on est en train d'en discuter comme si on pouvait contrer quoi que ce soit, mais ce n'est pas possible, c'est déjà là. C'est implémenté, il faudra juste créer des législations pour cette cohabitation-là et surveiller que les choses ne soient pas utilisées avec abus, tu vois. Mais c'est pas totalement surnaturel comme possibilité d'avenir, puisque clairement que l'IA, on pourra juste essayer, nous, peut-être de nous améliorer en tant qu'humains dans notre écriture ou notre dessin pour le distinguer de plus en plus de ce que les IA sont capables de faire. Et les législations pour pas se faire piquer son style dans les différents... Mais clairement que c'est pas du tout surnaturel ce dont tu parles. Après, en termes de législation, de toute façon, ça rejoint un petit peu... Jeanne ?
Oui. Yes. Ce qu'elle disait tout à l'heure par rapport à ces fameux dessins, ces fameuses illustrations. D'ailleurs, c'est un gros problème qu'ils ont avec les illustrations en particulier, où on a des petits soucis en ce moment d'artistes qui se retrouvent avec leurs dessins qui sont repris et modifiés à 2-3 détails près par une IA, remixés avec leur style qui est absorbé par l'intelligence artificielle sans qu'on leur ait demandé la permission. C'est ça. Donc là, comment on fait en termes de législation, ça paraît complexe, hein, ça paraît tout un fromage quand même cette histoire. C'est ça, c'est qu'en tant qu'illustrateur, en fait, par où tu commences pour faire valoir tes droits, et surtout, en fait, les personnes qui font les lois, je pense déjà... L'intérêt financier, on est là-dessus encore une fois. Non, mais ont du mal à peut-être déjà capter tout de suite. Enfin, je fais le parallèle avec, par exemple, mon métier qui est de faire de l'influence sur les réseaux sociaux. C'est un métier qui existe depuis à peu près 15 ans, et ça fait à peine 1 an qu'il y a une loi pour légiférer dessus. Donc en fait le problème il est déjà là et les lois ça prend du temps. C'est ça, c'est vrai que c'est inquiétant. En attendant, le problème il est là, il continue d'être là et les auteurs ils ont pas forcément déjà les moyens de s'attaquer à des énormes entités comme ChatGPT, Midjourney, etc. Et le coût financier aussi parce que ça coûte de l'argent d'aller se faire aider là-dessus. Et ça c'est un vrai problème. Et j'en discutais avec Stéphanie Lecam qui est juriste et qui travaille pour la Ligue des auteurs professionnels. Et elle me disait que selon elle, en France, on n'a pas forcément très envie non plus de légiférer là-dessus parce que en fait on a envie d'être aussi cette terre qui attire d'innovation un petit peu on n'a pas envie non plus d'étouffer peut-être ces potentielles innovations pour le futur. De faire venir les talents, etc. Donc c'est vrai que ça devient compliqué à ce niveau-là. Et pour rebondir, ça me faisait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur... est-ce qu'on va avoir des livres avec écrit ça c'est écrit par Anuma, ça c'est écrit machin. On va avoir des labels. C'est ça exactement. Et dans mon documentaire, je spoil déjà un peu ce qu'il y a dedans, mais j'ai discuté avec une illustratrice et en fait elle me disait, je sens que en fait ça va finir comme avec tu sais par exemple les trucs écrits fabriqués en France. Et où en fait, ça a été assemblé en France, mais en fait, terroir français. T'as tel bout du produit qui vient de Chine, ça vient, je sais pas, d'Ukraine, machin, etc. Et que tu vas te retrouver avec des livres où il y a écrit, ça c'est fait par un humain, mais en fait, ça se trouve, ça va être 5% d'humain, et c'est juste quelqu'un qui a repris derrière, comme tu disais au niveau de la traduction, une traduction qui a été faite par une intelligence artificielle, et puis on a pris un humain derrière parce qu'il fallait bien modifier un peu les conneries qu'il y avait. Mais, et du coup, je pense qu'on consomme beaucoup d'intelligence artificielle déjà sans le savoir. Et en plus, il y a le côté où on en parle un peu comme ça en ayant peur. En tout cas, dans le milieu de la littérature, j'ai l'impression. Mais à d'autres niveaux, ça nous fait marrer. Genre, il y a plein de gens qui l'utilisent quand même. Et moi, la première, c'est qu'on parle du fait que les IA, elles ont besoin, justement, c'est des agrégateurs, elles ont besoin de contenu. Et en fait... on s'embête pas tant que ça. En fait, c'est cadeau, on lui donne tout seul. Comme tu disais, le nombre de parents qui mettent des photos en ligne de leurs enfants, il y en a beaucoup. Il y a dernièrement, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y avait une trend où l'idée c'était, grâce à une intelligence artificielle, d'avoir des photos de soi comme si on était dans les années 80. Qu'on était qui a été relayé par quasiment avec tout tous le les monde, styles d'être gothique, machin, etc. Où il y a eu pareil pour générer ta photo LinkedIn professionnelle. Et donc en fait, les gens les utilisent déjà parce que c'est rigolo et que ça te fait gagner sur du temps, TikTok, machin. tout ça, il y en a des. Et en fait, en attendant, si tu lis un petit peu les petites clauses de ces applications, tu nous as donné, je sais plus, c'était il y a quelques temps, c'était une femme justement qui, je crois que c'était au Royaume-Uni, mais j'ai un petit doute, qui a retrouvé en fait sa tête sur une publicité pour une marque de beauté, ou en tout cas elle s'est dit c'est pas ma tête, mais c'est quand même très proche de ma tête, quoi. Donc en fait, et là, en termes de recours, c'est très compliqué à prouver. Surtout que ces clauses existent déjà en fait dans les réseaux sociaux. Il y a déjà ces clauses. Les gens ne lisent pas les énormes nombres de pages infinies qu'il y a sur les réseaux sociaux quand tu t'inscris, mais ils ont le droit d'exploiter énormément de contenu que tu mets à leur disposition sur ces plateformes-là. Donc déjà, il y avait ces problématiques, encore plus avec cette histoire d'IA, où chaque fois que quelqu'un va interagir avec ces IA, ça va enrichir la banque de données encore une fois, quoi. Et encore plus loin, pour rebondir un peu sur l'éthique par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, depuis quelques temps, il y a un nouveau trend aussi, c'est Johnny Hallyday qui chante des chansons qu'il n'a jamais chantées, alors que Johnny Hallyday est décédé. Donc, tu vois, au niveau il faut chanter Johnny Hallyday. Ah ouais, il y en a énormément sur YouTube. Il y a énormément de contenu dérivé de ça, avec le hashtag et tout ce qu'il faut avec. Il change le générique de Pokémon, il chante le générique de Power Rangers ou de Bioman, enfin qu'importe. Mais les gens s'en amusent pour l'instant.
mais au niveau éthique, la problématique est déjà là. Enfin, on parle de quelqu'un qui est mort et dont on utilise la voix sans demander la permission à qui que ce soit, en fait. Non, mais après, de toute façon, je pense que clairement, il y aura un travail éthique à faire. Après, bon, ça, c'était des petites conversations que j'avais eues avec un autre ami à moi, bon, qui n'est pas là aujourd'hui, j'ai l'impression, malheureusement. Mais bon, en tant qu'outil, peut-être, pour faire des corrections, pour faire, peut-être, pour éviter les coquilles, les fameuses coquilles qui nous énervent tous quand on sort des livres, parce que ça arrive même aux meilleurs. Voilà. Mais je pense que, enfin moi je suis de ceux qui pensent que peut-être qu'il y a un moment il va falloir mettre une limite à quelque chose. Je pense qu'une œuvre totalement créée par une IA, je suis pas convaincu que ce soit un projet forcément, à moins que bon ben là on arrive à développer une conscience artificielle, ce qui serait quand même très particulier comme projet. Et je suis pas sûr qu'on a encore la technologie pour ça aujourd'hui. Je sais pas où on en est de ce côté-là, mais moi ce qui me frappe en tout cas, c'est que c'est vrai ce qu'on dit par rapport à, c'est bien qu'il y ait des avancées technologiques, et moi je me suis amusé un petit peu avec ChatGPT, c'est quand même impressionnant quoi. Ouais, c'est clairement impressionnant. On est quand même, on demande tel truc, ça nous fait un poème en alexandrin et on clique et ça le fait quoi. Je veux dire, il y a une espèce de rapidité dans les choses qui est incroyable. Donc tout ça, c'est pas d'être opposé au développement de toutes ces choses-là, c'est de savoir ce qu'on fait, comment on le fait. Ça. Et bon, moi, c'est vrai, ça me fait plaisir de vous entendre parce que je me disais, on fait un peu vieux con des fois d'être là. Ah bah non, j'ai pas bien. Ah bah non, c'est des problématiques sérieuses. En fait, c'est les jeunes finalement. S'il n'y a pas de boulot dans la création, s'il n'y a pas de boulot d'auteur, d'illustrateur, de traducteurs et tout ça, bah, c'est vraiment dommage quoi, parce que c'est quand même des métiers formidables où justement toute notre partie créative, plutôt que répétitive, plutôt que d'être des perroquets qui refont les mêmes choses en mélangeant exactement comme tu dis, on met un petit peu de ça, un petit peu de ça. Bah, ce côté créatif, il faut absolument qu'on se batte pour pouvoir continuer à le présenter, à l'offrir à un public qui quand même, on a tous depuis longtemps, depuis très très longtemps, on a tous besoin de l'art et de l'art original. Bien sûr. Non mais en plus après ça, c'est comme elle le dit, tu vois, genre on aurait peut-être tendance à penser que ce sont des courants de pensée qui sont spécifiques aux personnes âgées, on va dire ça comme ça, mais bon, même je pense Jeanne est très bien placée pour savoir ça. Bon voilà, quand tu es youtubeur, quand tu fais des vidéos, quand tu fais du stream, c'est avant tout des métiers créatifs. Alors il y a eu des tentatives, je dis pas, bon il y en a un en ce moment, c'est un américain, Cobblecop je crois qu'il s'appelle Cobblecop, et bon grosso modo, lui son plan, ça a été littéralement, le plan de mettre en place une IA, où genre il est arrivé vachement loin, où il a carrément une IA de lui qui a son visage, qui peut reproduire des expressions et tout, et c'est cette IA qui stream à sa place. Sauf que concrètement ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que cette IA, évidemment ils lui ont appris des phrases clés de streamer, à peu près grosso modo qu'est-ce qu'il faut pour faire la hype, etc. Mais d'abord et avant tout, ce sont des métiers créatifs. Alors une IA pourra t'aider à brainstormer, ça je suis totalement d'accord avec ça. Une IA qui peut te produire des textes pour que toi tu aies une espèce de forme, pour voir un petit peu à quoi ça pourrait... sur tes recherches. Pour gagner du temps. Mais par contre, tu vois, les titres YouTube, il est très mauvais. J'ai essayé par curiosité pour avoir le côté justement un peu... aguicheur du titre et voir s'il y arrive. Il comprend pas, il y arrive pas. Mais je te rejoins vachement sur ce côté justement innovation où je pense qu'il faut pas être contre. En fait, chaque innovation, de toute manière, apporte son lot de métiers qui va disparaître. C'est obligé. Enfin, il y a une époque, il y avait des gens je pense que, malheureusement, il y a 2-3 trucs. C'est obligatoire. Il y a une époque où, pour éteindre la lumière dans la rue, il y avait des mecs qui étaient sur des échasses et qui venaient éteindre ces lumières-là. C'était un beau métier, quand même. C'était un beau métier qui, malheureusement, n'existe plus. Donc, la question, c'est déjà la reconversion. Et pour revenir quand même un peu sur le côté, justement, régulation, il y a autre chose dont on n'a pas parlé. C'est que j'ai l'impression que pour le moment, comme... il y a ce côté un peu, on se cache un peu tous derrière ce truc de on comprend pas trop comment ça fonctionne et du coup on prend pas de décision. Et il y a quand même quelques médias et maisons d'édition qui ont pris des décisions. Il y a Uzbek et Rika qui a publié par exemple une tribune en disant nous on s'engage à ne pas utiliser d'intelligence artificielle pour notre média. Il y a le livre de poche pareil qui s'est engagé à ne pas le faire. Donc en fait même si la loi prend du temps, il y a des choses qui peuvent être faites. J'en parlais justement avec cette juriste dont je parlais tout à l'heure. Elle dit par exemple les mairies pourraient
prendre ces décisions-là parce que, en fait, on a l'impression que aussi les métiers du livre, c'est que écrire des bouquins, mais par exemple, les illustrateurs, une très grosse partie du boulot, ça va être faire des affiches en mairie, ce genre de choses, où ça paraît être des petites missions, mais en fait, ça représente une grosse partie du métier, tout simplement. Alors que si on prend pas ces décisions-là aussi, en fait, je te rejoins vachement sur le truc où je pense que l'IA ne fera pas mieux que nous et que je sais pas si demain, j'espère en tout cas, croisons les. J'ai l'impression qu'on est loin. Mais en tout cas, si par exemple, je sais pas, demain, t'es éditeur et t'as envie d'un livre écrit par Stephen King, tu vas aller chercher Stephen King, tu vas pas aller chercher une IA. Par contre, normalement, espérons, croisons les doigts pour lui. Mais par contre, pour les petits auteurs qui sont pas encore connus et qui n'ont pas cette légitimité-là, en fait, ça va paupériser complètement ces professions-là. Et c'est toujours pareil, c'est ceux qui sont en bas de l'échelle sociale et qui ont déjà du mal à en vivre, qui vont plus avoir ces possibilités-là dans des maisons d'édition, dans des mairies, etc. Donc il y a quand même des choses qui peuvent être faites. Il y a déjà des engagements qui pourraient être pris en fait, de la part des maisons d'édition, des médias, bien sûr. des mairies, et de dire nous, non, on l'utilisera pas. Il faut mettre les pieds dans le plat, quoi. Il faudrait qu'ils le fassent. Ah là là, tout un Moi, sujet. je me demande si vous avez utilisé ChatGPT, si ça vous dit quelque chose, si vous savez ce que ça fait. C'est vrai ça. Est-ce qu'il y en a si qui ont savez utilisé ce que ça ChatGPT fait. Ah oui. Sachant que comment ça marche. Mais ça a même créé des corps de métier entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui proposent des formules ChatGPT pour que ChatGPT les aide à trouver du travail, à avoir. Les mecs qui murmurent à l'oreille de ChatGPT, c'est une jolie formule. Je peux vous donner un petit exemple en fait d'une question qui a été posée par un traducteur littéraire qui s'occupait de ce genre de questions, Santiago Artoski, qui a demandé à ChatGPT, donc Apollinaire et Proust ont-ils eu une correspondance? Et ils n'en ont pas eu. Je vous signale tout de suite que non. ChatGPT répond oui, Marcel Proust et Guillaume Apollinaire ont eu une correspondance. Les deux hommes étaient des écrivains importants, blablabla, sur le fait qu'ils étaient importants, qu'ils vivaient au même moment. La correspondance entre Proust et Apollinaire est importante pour comprendre l'évolution de la littérature moderne. Ils n'ont jamais correspondu. Et les relations entre les différents artistes de cette époque. Alors, il est tombé dans le piège. Là, Santiago a demandé où peut-on trouver leurs lettres? Et ChatGPT dit « Les lettres échangées entre Proust et Apollinaire peuvent être trouvées dans diverses archives et bibliothèques. Ainsi donc tout pas précis, quoi, juste ainsi que dans des collections d'œuvres littéraires publiées. Il est possible que certaines des lettres soient conservées dans des archives. » Tout est dans ce style-là. Donc après, il pousse un peu plus et puis il lui dit « Mais d'où tiens-tu ces informations ?» Alors, la machine répond comme modèle de langage formé par OpenAI, je n'ai pas personnellement découvert que Apollinaire et Proust ont correspondu. Cette information est largement connue et documentée par des historiens de la littérature et des biographies des deux écrivains. La correspondance a été mentionnée dans plusieurs études sur la vie et l'œuvre de ces deux écrivains, blablabla. On dirait ton pote baratineur qui s'enfonce de plus en plus quand ChatGPT a des informations que nous n'avons pas, semblerait-il. Il y a ce truc aussi. Et en fait, il lui a dit, mais est-ce que c'est bien réel ce que tu dis? Et là, la machine répond « Je suis désolé pour la confusion précédente. Il semble que je me suis trompé en affirmant que Apollinaire et Proust ont eu une correspondance. Après une vérification plus approfondie, il n'y a pas de preuve concluante de l'existence d'une correspondance. Cependant, il est bien connu que Proust a admiré le travail d'Apollinaire et que les deux hommes étaient actifs dans les mêmes cercles artistiques. On dirait vraiment le pote qui s'est trompé et que de mauvaise foi qui revient sur ça. Au moins, ChatGPT a dit désolé. Voilà. Écoute, il s'est trompé, mais tout va bien. Il y a quand même évolue constamment, quoi. Un désir c'est l'évolution qui fait peur. De s'affirmer et de... Enfin, c'est intéressant. Hein. Ouais. Et puis là où ça peut être très dangereux, je pense à un genre littéraire en particulier, c'est le roman historique. Je pense que clairement, il ne faut pas aller sur ChatGPT pour trouver des infos. Parce que là, tu risques de te retrouver avec des choses un peu farfelues, quoi. Disons qu'à partir du moment où tu te retrouves face à une base, un réseau neuronal, on va appeler ça comme ça, qui apprend, qui valide à travers des gens qui valident ou pas. Oui, je pense que tout travail qui demande du fact-checking intensif devient très très compliqué. Là, c'est bon, mais de toute façon, voilà, je me demande. Grave, ça, tu te rends compte, c'est vachement grave. Moi, je me dis que bientôt, on saura vraiment plus ce qui est un document d'archives vrai, pour autant que ça existe, mais enfin bon, quand même. Pour autant que ça existe. Et ce qui est un truc que Bob a fait dans son garage. voilà, ça le faisait rigoler.
il y a quand même. ChatGPT va nous faire le secret des pyramides 2. Ouais, mais voilà, c'était ciblé, ça. Je trouve ça inquiétant. Et puis le risque aussi, c'est on a vu beaucoup au tout début, beaucoup d'étudiants qui l'ont utilisé pour écrire des dissertations. C'est ça, il y avait eu des grosses problématiques. Et il y a aussi le risque qu'on s'appauvrisse un peu et qu'on devienne un peu flemmard. Honnêtement, oui, clairement. Moi, si à l'époque il y avait eu ChatGPT et que ça m'avait permis de faire une disserte ou deux au moins, je pense que j'aurais tenté, en toute honnêteté. Bien sûr. Donc il y a cette question-là. Et puis en plus, si on utilise de plus en plus ces outils, c'est des métiers qui risquent de se perdre. Et typiquement, sur tout ce qui est Midjourney et l'illustration, si on n'apprend plus justement ce dessin, le trait, etc., c'est des métiers qui vont se perdre et où en fait on va tout laisser à la machine. Même si malgré tout, il va falloir continuer à l'alimenter, cette énorme machine, parce qu'au bout d'un moment, cette machine, elle existe. C'est ça, mais en fait, derrière, il y a l'humain. Et je pense que quand on a cette question de est-ce que la machine, l'intelligence artificielle va remplacer les auteurs, la réponse clairement elle est non. Par contre, ça risque, va falloir peut-être trouver un moyen de travailler ensemble et que peut-être qu'on va continuer justement de fournir du contenu qui va constamment être utilisé par de l'intelligence artificielle et malheureusement qu'on le veuille ou non. C'est ça, mais de toute façon, comme on disait tout à l'heure, avec le fait que les choses sont déjà là, cette cohabitation est quasiment la seule finalité possible à cette histoire d'intelligence artificielle, quoi. Apprendre à vivre avec et en attendant la législation, prendre des initiatives pour empêcher les abus, quoi. On va avoir des petits familiers d'IA à qui on va apprendre à écrire en Tolkien. Comme ça, tous les matins, j'aurai un nouveau Seigneur des Anneaux. Paf, tac. Il me fera du Frank Herbert. Elle me fera du Frank Herbert, ma petite IA. Est-ce qu'on est prêt à avoir J'aurai la suite de Dune, enfin. Ça y est. Précise la vraie suite de Dune, parce qu'il y a eu une suite à Dune. Hein. Oui, l'autre suite, celle que moi j'aurais, celle que moi et Dobby. Le problème, c'est qu'on pourra faire du Frank Herbert, on pourra faire du tout ce qu'on veut. C'est ça. Mais est-ce qu'on fera le prochain Frank Herbert? Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui a en fait quelque chose à dire de différent, de nouveau? Parce que je pense que là, on est très très loin. Bien sinon, littéralement, on serait plus sur de l'intelligence artificielle, on serait sur de la conscience artificielle, quoi. Et là, conscience artificielle, si potentiellement le truc il a accès à toutes nos bases de données, je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Ou bien sinon, il faudra bien réfléchir à qui mettre devant. Hein, parce que là, on avait déjà vaguement parlé. Et puis pour la culture populaire, on a Terminator aussi avec Skynet. Terminator, on sait tous comment ça s'est terminé. Hein. Moi personnellement, j'ai pas oublié le film. Hein. Non, mais en tout cas, peut-être en tant qu'outil, effectivement, moi, voilà, base de données à la rigueur, mais est-ce qu'on pourra vraiment remplacer de la créativité, sachant qu'en plus, le processus de création, c'est tellement de micro-décisions, genre, voilà, ce matin, un auteur, il se lève, il a décidé d'écrire ça se trouve, dans l'après-midi, il s'est rendu compte que c'était pas bon du tout. Ça, c'est... Je ne suis pas sûr qu'une intelligence artificielle puisse aller au-delà du formulaïque aujourd'hui en 2023. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui cherchent du formulaïque et parce que ça se vend, clairement. parce que les gens achètent. C'est rapide et c'est pas cher. Et ce qui est certain, c'est tu calcules le prix d'un bouquin où tu as un auteur, parfois un auteur plus un traducteur, plus blablabla. Et de mettre dans une machine et de dire vas-y Bob, fais le boulot à leur place, quoi. Mais tu vois, est-ce que c'est pas un petit peu de l'exploitation aussi, t'imagines? Parce que tu te retrouves vraiment avec des mecs qui achètent ça 3 francs 6 sous, tu vois. Bon, qui fait le livre par derrière? Sûrement une équipe de bros qui valide des intelligences artificielles tous les jours qui sont payés au cent, je suppose. Je suppose que ça doit pas être des métiers payés bien cher. Est-ce que aussi là, voilà, on n'a pas une espèce de forme d'hypercapitalisme très étrange? C'est que la théorie, hein. Oui, c'est ça, on repart sur l'éthique de toute manière. Bon, après, là, on arrive à la fin. Je pense qu'on va laisser un petit moment pour l'interaction avec le public, si le public a quelque chose à rajouter. Est-ce que vous avez des questions à poser? Ça arrive. Oui, bonjour. Moi, je suis traductrice depuis 25 ans. Je suis spécialisée en marketing et technologie de l'information. Je voudrais rebondir sur 2 choses. La première, moi, j'ai testé et évalué de l'intelligence artificielle des questions dont, par exemple, est-ce que Jacques Chirac était un bon président? Et la réponse était Jacques Chirac était un président controversé, notamment pour sa prise de position en faveur de la guerre en Irak. Voilà. Et moi, ce qui m'a énormément choqué, c'est qu'on puisse poser cette question en tant qu'être humain. Ça veut dire qu'on laisse une intelligence artificielle nous donner son opinion sur ce qu'on doit penser. Donc, première interrogation. Deuxième interrogation, on a, je trouve, oublié d'aborder un sujet important, c'est l'aspect financier.
parce que moi, depuis 25 ans, j'ai vu le revenu régulier diminuer. Aujourd'hui, je suis payé 30% de ce que j'étais payé en début de carrière. Oui, c'est vrai, Et tout ce qui nous reste aujourd'hui à traduire, on ne reçoit plus de fichiers comme avant. Alors, j'ai vu les débuts avec de l'intelligence artificielle qui traduisait Bill Gates par les portes de facture. On est loin de ça aujourd'hui. Et on se retrouve à ne plus avoir de fichiers vierges, c'est-à-dire que tout ce qu'on reçoit aujourd'hui est déjà pré-traduit. Donc on est dans une dynamique où les traducteurs techniques font de la révision de machines. Donc c'est une réalité, toi, dans C'est ton une secteur. réalité, on n'est plus du tout dans la science-fiction, là on est Bien sûr, vraiment bien au sûr. cœur de ça aujourd'hui. Et donc voilà, je voulais juste ajouter ça parce que je pensais que c'était important. Après, on n'est pas dans la création, bien que dans le marketing, on nous demande d'être créatif, évidemment, puisqu'on est censé vendre des produits. Mais je pense que la vitesse à laquelle ça a évolué, je ne suis pas certaine que dans 10 ans ou 15 ans, on n'ait pas vraiment quelque chose, en tout cas en termes de traduction littéraire, qui soit vraiment... ça va rogner sur on va paupériser une population, c'est clair, parce que ça va devenir, on aura beaucoup à moins payer, on paye plus les gens en fait, c'est déjà fait, donc on va pas vous payer le prix d'eux. Donc il y a vraiment une interrogation sur l'avenir de ce métier, en tout cas de traducteur. Moi c'est ce que je crains, c'est qu'on nous donne des fichiers justement, même en traduction littéraire, qui soient des bouquins, qu'on dise relis pour être sûr qu'il n'y a pas de d'inexactitude. Pour payer encore moins, quoi, à la fin. Mais je veux dire, c'est très difficile. Il vaut mieux... des fois, on travaille sur un bouquin qui a déjà été traduit, mais il ne faut surtout pas voir la traduction parce que ça coupe complètement le souffle. Enfin, la traduction, c'est écouter la voix de l'auteur et la reproduire dans une autre langue. Donc, surtout, c'est quand même... Moi, je trouve c'est vachement dramatique parce que, bon, pour avoir fait LLCE à l'époque où ça s'appelait encore LLCE, la traduction en elle-même, c'est un métier de nuance, c'est un métier de cœur en fait. Moi, ce que je trouve quand même incroyable dans cette histoire, c'est qu'il y a cette espèce de vision, apparemment, que la traduction c'est quelque chose de mécanique. Ce mot correspond à ce mot, cette phrase, on va la faire comme ça, alors que pas du tout. Les gens de l'extérieur, souvent, qui ne sont pas initiés, le pensent. Hein, effectivement, s'il y a un front à mener, moi je pense qu'il faut le mener, parce que la traduction c'est avant tout de la nuance, beaucoup de nuances, et ouais, ça me chagrine d'entendre ça, madame. Et en plus, moins 30%, ça revient un petit peu à ces histoires d'exploitation dont on parlait tout à l'heure. Genre où les mecs ils cotent tellement les prix qu'au final tu te retrouves avec des gars, ok c'est bon, t'as traduit ça en IA, parfait, ok, bon tu corriges ça, on aura payé 5 €, génial, parfait. Je pense qu'il y a clairement un débat à avoir dessus. Bon, il nous faudrait des traducteurs par contre pour ce débat, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble le fond. De toute façon, le débat n'est clairement pas terminé. De toute façon, on n'a fait que théoriser sur l'IA. Sans apporter de réponse à la fin, clairement. Hein, c'est un débat presque sans fin pour l'instant. Alors, personnellement, je suis professeur documentaliste. Et en fait, je pense, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que pour les professeurs, ça va être toute l'évaluation qui est à revoir et que Clairement. Les professeurs ne sont pas préparés du tout à ça. C'est-à-dire que les professeurs ne se posent pas encore la question, alors que la question réelle qui va se poser, c'est voilà, les élèves vont avoir des outils. Comment est-ce qu'ensuite on va évaluer le travail de l'élève? C'est-à-dire que là, et c'est là qu'une fracture numérique est de plus en plus marquée. C'est-à-dire que surtout quand on a commencé à parler de ChatGPT depuis mon CDI, je regardais avec attention tous les élèves et leur façon d'utiliser l'ordinateur et leur accès à ChatGPT. Un élève en difficulté ne réussira pas à utiliser ChatGPT et ne tirera pas profit parce qu'il ne saura pas effectuer une demande correcte. Tandis que l'élève qui est déjà à l'aise, là, tirera profit de toutes les possibilités et l'écart se creusera encore plus. Donc pour moi, c'est un amplificateur de ces détentions. De potentielles inégalités, en fait. Voilà, ça va être exponentiel au niveau des inégalités. Et en face, on a un corps professoral qui clairement n'est pas prêt. N'est pas armé pour ça. N'est pas armé pour ça. Ouais. Alors que toute la question de l'évaluation est à revoir. Ouais, ça c'est clair. J'en parlais justement avec Stéphanie Lecam, dont je parlais tout à l'heure, qui est juriste et qui est aussi professeure à l'université de Rennes 2. Et au moment des évaluations de fin d'année, les évaluations, elles se sont faites à distance. Et donc, elle a reçu des copies d'élèves et elle a pris juste les 10 premières pour tester et de les faire passer dans des logiciels pour voir s'il y avait eu une utilisation de ChatGPT. Et sur les 10 avaient utilisé ChatGPT. Alors, certaines à 100%, d'autres 5, 10, machin. Donc, mais quand même toutes. Et elle me disait, sur 400 copies, je ne peux pas passer toutes ces copies
par des outils, etc. Donc c'est vrai que ça devient compliqué aussi à ce niveau-là, quoi. Et c'est la vraie question, qu'est-ce qu'on évalue maintenant? Et c'est une question qui est extrêmement complexe. Ouais, oui, c'est ça. Est-ce qu'on n'aurait pas des IA bridées réglementaires approuvées par l'éducation nationale dans le cadre de faire des devoirs, voilà. Si tu as besoin, ce serait des raccourcis. Non, mais effectivement. En tout cas, on arrive à la fin. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter avant qu'on clôture cette réflexion au final? Non, moi j'ai quelques petits prospectus, si ça vous intéresse, en chair et en os. Et puis donc, je vous invite à aller, si ça vous intéresse, sur le site pour lire un petit peu les préoccupations du métier. Okay. Et donc, ou si vous voulez un petit prospectus, j'en ai ici. Voilà. Ok. Moi, peut-être recommander une autrice qui est très intéressante, qui s'appelle Aurélie Jean, et qui parle beaucoup de code et de comment fonctionnent les algorithmes, et aussi de ChatGPT. Et je trouve qu'elle en parle de manière assez simple, parce que justement, quand on parle de ChatGPT, on ne sait pas toujours exactement comment ça fonctionne. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a plein d'interviews d'elle en ligne qui sont géniales, et des bouquins aussi où elle explique tout ça. Donc Aurélie Jean, je vous recommande vivement. Ok, merci. Moi, je vous recommande de lire nos livres. Voilà. Oh mon Dieu, tu l'as fait. Continuez, voilà, continuez à lire. Non, c'est fini en fait. Je viens de le dire. Je viens de dire qu'on n'a plus le temps. Donc, merci en tout cas. J'aimerais qu'on applaudisse bien fort tous nos intervenants. Donc, Mireille Vignol, Jeanne Seignol, c'est ça. Et ensuite, Paolo Lacharme. Donc, merci à tous les trois. Le charme. Mais le charme, je me suis trompé. Oh là là, me corrige pas comme ça, là, tranquille. Oui, bah oui. Donc, Paolo Lacharme et merci à tous. Merci à tous d'avoir participé à cet échange.